Bonjour à toutes et à tous et merci vraiment d'être avec nous. Ce matin, notre invité, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Aurélien Rousseau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous pour parler de quantité de sujets qui nous concernent directement. Je vais commencer avec la canicule, avec le temps qui fait, cette chaleur. Est-ce que notre santé est en danger ? Notre santé, en tout cas, elle est touchée par des épisodes de chaleur. Dès qu'on a cette canicule orange ou la canicule rouge, on sait que les organismes souffrent. Et quand je dis les organismes, c'est les personnes, les corps. Et c'est aussi les services d'urgence, c'est aussi les infirmières qui doivent continuer leur tournée. Oui, en même temps, on connaît assez mal les effets de la chaleur. Donc on a lancé une série de recherches. Mais ce qui est sûr, c'est que rien de tout ça n'est anodin, et notamment pour les plus petits enfants. J'en voyais encore ce matin des tout petits nourrissons dans les bras de leurs parents dans la rue. Il faut faire attention aux plus fragiles dans ces périodes de canicule. Bien, Aurélien Rousseau, on va entrer dans le vif du sujet, parce que dans quelques jours, fin du mois, projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté fin septembre, je crois, en Conseil des ministres. C'est bien ça ? Oui. Fin septembre. Alors, très important, j'ai des questions très précises. Très précises. Est-ce que, première question, les franchises sur les médicaments vont augmenter ? Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit, c'est fin septembre, donc il nous reste quelques semaines pour arbitrer. À peine. Oui. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a des dépenses qui augmentent vite et rapidement, notamment sur les médicaments, sur les indemnités journalières, donc sur les arrêts maladie, et on a des dépenses qu'on doit faire pour l'hôpital, pour la médecine générale. Donc on va chercher effectivement des recettes et des économies et un nouveau rapport, notamment aux médicaments. Donc là, la piste, effectivement, d'augmentation des franchises, c'est une piste sérieuse avec de l'autre côté... Doublement ? Sans doute le de doublement. De 50 centimes à 1 euro ? Sans doute le doublement, avec... Par contre, une préoccupation majeure, c'est que ça ne soit pas les personnes, notamment celles qui ont des affections de longue durée, qui donc ont besoin de prendre très régulièrement des médicaments qui soient touchés, et donc on ne touche pas au plafond. 50 euros. De plafond de 50 euros par an. Donc on regarde, on continue à travailler, parce que c'est toujours pareil, on ne veut pas que des personnes qu'on imaginait préservées soient touchées. Donc on est là. Mais derrière ce sujet de la franchise, c'est aussi de se dire les uns et les autres que le médicament, c'est pas un bien de consommation comme un autre. Je sors de chez le médecin, j'ai mon ordonnance pour mes enfants qui ont un rhume, mais je fais le détour par chez moi pour vérifier que tous les médocs, je les ai pas eu déjà l'an dernier, je les ai pas dans ma pharmacie personnelle, avant plutôt que d'aller à la pharmacie pour récupérer la 50e boîte de Pchit pour le nez. Oui, Aurélien Rousseau, sauf que les médicaments sont en pénurie, on y reviendra tout à l'heure, mais je voudrais continuer sur ces franchises, donc augmentation des franchises sur les médicaments, les soins infirmiers, soins de kiné, transport sanitaire aussi ? Non, on va pas ouvrir ces chantiers-là. Bon. On est dans une période. Consultation chez le médecin ? Non, je pense qu'aujourd'hui. Non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt à avoir des messages simples. Le pouvoir d'achat, ça pèse sur tous les Français. Donc on dit, après consultation chez les médecins, vous avez raison d'y venir, c'est un double sujet. On va rouvrir une négociation avec les médecins sur leur rémunération, mais évidemment, s'il y a une évolution, elle sera remboursée par la sécurité sociale. Ah. Vous allez rouvrir les négociations avec les médecins ? Oui, moi je souhaite... Sur le tarif de la consultation. Je souhaite le plus vite possible pouvoir rouvrir les négociations avec les médecins. Possibilité d'augmenter la consultation, qui est à 30 euros. Non, qui est à 25 euros aujourd'hui. 30 euros proposés. Les médecins demandent 30 euros, elle va passer à 26,50 euros au 1er novembre. Et donc le sujet... 30 euros, vous êtes favorable ? Aujourd'hui, vraiment, ça va être une négociation au sens donc propre du terme. Bon, d'accord. Et je souhaite qu'on ouvre, parce que par ailleurs, les médecins aussi, ils subissent l'inflation, et les médecins aussi se démettent sur le terrain, les médecins libéraux, pour faire face et pour assurer l'accès aux soins. Bon, donc, pour nous résumer, franchise sur les médicaments, oui, ça va augmenter, doubler. Le reste, toutes les autres franchises, on n'y touche pas. J'ai bien résumé, hein. On a une franchise par ailleurs sur les visites chez le médecin. Visites chez le médecin. Donc cette franchise qui est aujourd'hui à 1 euro, elle va sans doute également bouger. Passer à 2 ?
Sans doute passer à 2. Ouais. Passer à 2 euros. La franchise, visite chez le médecin, ça passe à 2 euros. Bien. Augmentation, la branche famille. Augmentation, allocation, logement familial, précarité. Tout ça, on va avoir les procédures habituelles d'indexation. Après, on va aussi discuter très clairement, encore une fois, moi je pense vous allez ouvrir, vous allez augmenter ou pas? Alors, dans ce projet de loi PLFSS. Alors, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc on est vraiment sur... moi, je suis évidemment concentré sur la branche maladie, mais effectivement, on est sur des montants de 400 milliards d'euros, la sécurité sociale. Donc oui, on regarde, on cherche, mais... Vous cherchez 15 milliards d'euros d'économie. Ouais, mais pas, évidemment, pas sur ce plan, pas sur le champ des dépenses sociales uniquement, mais il y a un sujet, oui, il faut le dire. Allez-y. Par exemple, quand les arrêts maladie et la dépense pour la sécurité sociale augmentent de 7%, de plus de 7% l'an dernier, oui, c'est une préoccupation. Et quand on dit responsabiliser, c'est pas responsabiliser pour dire stigmatiser la personne qui a un arrêt maladie ou le médecin qui prescrit. C'est de se dire tous collectivement, en fait, ce système, s'il n'est pas soutenable, à la fin, ça sera pas notre système de sécurité sociale. Alors, qu'allez-vous faire, justement? Augmentation du nombre d'arrêts maladie. Qu'allez-vous proposer? Ça fait partie, par exemple, des discussions qu'on va avoir avec les médecins pour être dans le choix à la fois des prescriptions et à la fois des arrêts qui soient le plus pertinent possible pour réduire un peu la voilure sur ça. Mais de l'autre côté, et peut-être qu'on y reviendra, c'est aussi ce sujet, un symptôme d'une France qui, notamment un rapport au travail qui a changé. On voit cette augmentation des arrêts maladie, notamment chez les plus jeunes de nos compatriotes. Donc, on peut pas non plus prendre ça juste comme quelque chose qu'il faudrait critiquer. Il faut qu'on regarde et qu'on s'interroge sur le travail. Et les arrêts maladie aujourd'hui, ceux qui coûtent le plus cher, c'est de très loin les arrêts de plus de 6 mois. Donc là, ça veut dire qu'il faut discuter de pénibilité au travail, de reconversion professionnelle, de tous ces sujets qui sont au cœur du débat. Jour de carence, vous y touchez? Aujourd'hui, la perspective n'est pas de toucher à cela. Moi, je pense que avant de dégainer, pardon pour cette expression, des mesures aussi lourdes, il faut laisser le temps au dialogue social. La Première ministre l'a dit très clairement, je crois, devant le MEDEF, mais par contre, personne ne peut s'exonérer de cette question. Ni les salariés, ni les médecins, ni les employeurs, ni globalement la puissance publique dans ce qu'elle doit accompagner tous les efforts de prévention et de l'usure professionnelle. Aurélien Rousseau, pénurie de médicaments, je vais y revenir, pénurie de médecins, services d'urgence temporairement ou définitivement fermés. Là, les chiffres varient. Est-ce que la santé des Français n'est pas en danger, franchement? Notre système de santé est fragile aujourd'hui, plus que fragile. Il est fragile, il est sur une ligne de crête. Il y a aucun doute là-dessus. Il est sur une ligne de crête et il faut l'assumer parce que les soignants aussi sont sur une ligne de crête. Il y en a beaucoup qui souffrent, et y compris, je le dis, c'est vrai à l'hôpital, mais c'est vrai aussi en ville, les infirmières libérales qui ont fait leur tournée pendant la canicule, elles ont souffert et montré un grand courage, et les médecins, quand plusieurs fois par jour vous devez refuser des patients, c'est dur aussi. Mais en même temps, de l'autre côté de cette ligne de crête, il y a des initiatives extraordinaires. J'étais à Lanouaille, en Dordogne, en juillet, ou à Alès, dans le Gard, il y a 15 jours, où on voit des organisations où les médecins s'organisent avec les infirmières, avec les pharmaciens pour apporter des réponses concrètes aux gens. Et je trouve que c'est en train de bouger. Pénurie de médicaments, est-ce que les prix vont augmenter? Alors combien de médicaments? Quelle est la pénurie aujourd'hui? Le sujet, il est assez, il est circonscrit d'une certaine manière autour de l'amoxicilline, donc autour de cet antibiotique le plus commun, et autour du paracétamol. Donc, on a proposé, en contrepartie d'un engagement de livraison, que les laboratoires principaux qui font de l'amoxicilline, on leur a proposé une augmentation de ce tarif de 10%.
médicaments, et la plupart des labos ont répondu OK là-dessus. Ce qui est vrai pour l'amoxicilline sera vrai pour d'autres médicaments, pour beaucoup d'autres médicaments. Pas pour beaucoup d'autres. Mais pour d'autres médicaments. Pour d'autres médicaments. Aujourd'hui, quelques exemples. Aujourd'hui, on sait que quelques parents... exemples, Aurélien Rousseau. Oui, non, mais j'y viens. Le paracétamol dans les formules pour les enfants, ça a été dur à trouver l'an dernier. Oui. Et après, donc ça va augmenter. J'espère que les mesures qu'on a mises en place vont permettre de limiter ce qui a été, alors je ne vais pas jouer avec les mots, on en trouvait, mais c'est vrai que quand on fait 5 pharmacies pour en trouver, ça peut rendre dingue. Et je comprends ça. Et je suis parent, je l'ai vécu aussi. Mais de l'autre côté, il faut qu'on se rende compte que c'est quelque chose qui ne touche pas que la France. On a essayé de s'organiser beaucoup plus en amont, et notamment des choses aussi concrètes que permettre, il y a l'assistance publique Hôpitaux de Paris, un énorme établissement pharmaceutique qui gère les hôpitaux de tous les hôpitaux de Paris. Et je les ai autorisés à produire des médicaments aussi pour faire face si jamais il y avait des pénuries. Alors Aurélien Rousseau, le paracétamol va augmenter de 10% à peu près. Non, on se concentre sur notre sujet majeur, c'est les antibiotiques, parce que c'est un sujet évidemment qui est préoccupant, et en même temps, on sait très bien qu'en France, on est encore un des pays où on consomme le plus d'antibiotiques en Europe de très loin. Trop. Oui, et trop parce que quand on en consomme beaucoup, non seulement ça coûte cher, mais ça, à la limite, mais c'est surtout que ça crée de l'antibiorésistance, et la fois d'après, les antibiotiques sont moins efficaces. Je parlais des hôpitaux, je parlais des services d'urgence tout à l'heure. Est-ce que celles et ceux qui répondent aux 15 vont être augmentés ? On les a reçus hier, c'est les assistants de régulation médicale. Quand vous allez dans un plateau de centre 15, vous voyez, c'est eux, les premiers que vous avez au téléphone. Au bout du fil, oui. Je l'ai dit, leurs revendications sont en partie légitimes. Ils ont eu... au cours des dernières années, des revalorisations, et notamment une amélioration de leur formation. Donc moi, sur le principe, je l'ai dit, une partie des revendications, on va y faire droit, mais simplement, alors je suis un peu, je l'avoue, je suis un peu rustique peut-être, mais je veux être sûr de ce qu'on fait. On a vu souvent dans ces derniers temps des mesures qu'on prend, puis après on doit s'y reprendre à plusieurs fois. Donc moi, je prends quelques semaines, un peu comme je l'ai fait avant que la Première ministre et le Premier président n'annoncent les mesures sur le travail de nuit. Je veux être sûr qu'on touche juste, et que c'est bien ce qu'attendent les assistants de régulation médicale. Ils ont été reçus hier longuement, mais il va falloir qu'on fasse un mouvement et un effort, parce qu'aujourd'hui ils sont le pivot avec les médecins régulateurs de la réponse. En termes d'embauche, c'est toujours pareil, ça fonctionne bien. Le sujet, c'est la fidélisation, parce que ce sont des métiers, quand vous devez rester toute une nuit derrière votre téléphone pour répondre, c'est dur. Et c'est dur aussi parce que on le voit, par exemple, il y a de plus en plus d'appels pour des urgences psychiatriques, et donc par exemple, moi j'ai vu des expérimentations à Toulouse ou à Paris ou encore l'autre jour à Rouen. On va systématiser le fait qu'il y ait des infirmiers psychiatriques qui répondent aussi au téléphone pour faire face à ces appels de détresse qui arrivent souvent vers le 15. La prévention, vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. Le tabac, le tabagisme, prévention, plan national de lutte contre le tabagisme qui sera annoncé bientôt ? Absolument, dans les toutes prochaines semaines. Elisabeth Borne a eu l'occasion de donner déjà une indication sur le puff, donc ce fait de vapoter, mais avec un côté interdiction quand ? Dès le début de l'année prochaine. 1er janvier. Voilà. Alors, est-ce que ce sera le 1er janvier ou le 1er février ? Je ne sais pas vous dire aujourd'hui, et je veux pas dire de bêtises. Voilà. C'est une dynamique collective. Le tabac, sa consommation, c'est nettement réduite, notamment chez les jeunes en France, mais il faut consolider ça, et il faut mobiliser toutes nos ressources, parce que c'est quand même 75 000 décès par an, le tabac. C'est 75 000 décès, et on sait que ces décès-là, ils sont évitables. Donc, pas de taxes supplémentaires sur le tabac, malgré les 75 000 décès, pas de taxes supplémentaires sur l'alcool, malgré les combien de décès, les dizaines de milliers de décès. Mais Jean-Jacques Bourdin, il faut se dire les choses. Disons-les, oui. Clairement. Moi, dites-les. En tant que ministre de la Santé, j'ai défendu l'augmentation, notamment sur le tabac, une augmentation significative. Mais j'entends tout à fait, on a eu la discussion avec Bruno Le Maire, avec Elisabeth Borne, avec le président de la République. Est-ce que les Français, si on augmentait d'1 euro, par exemple, le paquet de tabac cette année, le paquet de cigarettes cette année,
considérerait que c'est une mesure de santé publique ou que c'est une mesure pour gratter quelques centaines de millions d'euros. Moi, je préfère me dire que l'an prochain, quand on aura une inflation bien moindre, on pourra faire une mesure globale de santé publique plutôt que de donner le sentiment. Augmentation forte du paquet de cigarettes. L'an prochain, moi, je reviendrai avec cette proposition et je pense que si on peut la porter, on la portera. Mais aujourd'hui, elle n'aurait pas été comprise et nos concitoyens, s'ils ont le sentiment que, en plus de la cherté de la vie, de la cherté de l'alimentation, on leur met sur le dos l'augmentation du tabac juste pour équilibrer le budget, personne ne le comprendrait. Et moi, je pense que la santé publique et la prévention, c'est d'abord faire confiance aux gens et leur donner les éléments pour comprendre. Alors, la prévention, vaccination, papillomavirus, campagne de vaccination pour tous les élèves de 5e. Là encore, la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination. Elle recommande et même, elle demande l'obligation de la vaccination. Pourquoi ne pas la rendre obligatoire, cette vaccination ? Alors, on a en France un rapport un peu compliqué à la vaccination et au vaccin. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est très en deçà, notamment chez les jeunes garçons, du niveau de vaccination d'autres pays. On a à portée de main, pour de vrai, le fait d'éradiquer en une génération certains des cancers, et notamment celui du col de l'utérus. Donc, ce qu'on a décidé cette année, avec Gabriel Attal, mais ça a été lancé évidemment par nos prédécesseurs François Braun et Pape Ndiaye. Moi, je veux leur rendre hommage pour ça notamment. C'est d'aller dans les classes, d'aller dans les collèges et de proposer cette vaccination. Alors, cette vaccination, elle est aujourd'hui indiquée pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Et tout ce qu'on fait depuis le début de la semaine, vous avez peut-être vu une campagne de communication, c'est de permettre le dialogue entre les parents et les enfants, entre les parents éventuellement et les professionnels de santé. Mais cette campagne, elle doit prendre parce qu'on peut éradiquer des cancers aussi graves que du col de l'utérus, le cancer de l'anus, de la vulve, du vagin. Pardon, j'emploie ces mots, mais c'est la réalité concrète de la vie de milliers de Français. Donc je le dis, c'est à portée de main. Et là, on voit bien que la prévention, c'est pas un supplément d'âme, c'est quelque chose qui nous protège du soin. Alors, prévention, avec ce nouveau traitement contre la bronchiolite chez les nourrissons, totalement remboursé ce traitement, il sera totalement remboursé. Je rappelle quelques chiffres, pas pour assommer, mais c'est 45 000 nourrissons qui ont eu un virus respiratoire de type bronchiolite. 70% d'entre eux ont moins d'1 an. On imagine le traumatisme que c'est pour des parents de trouver des nourrissons en réanimation pédiatrique. On a aujourd'hui une chance inouïe. On a un traitement d'immunisation qui va être mis à disposition. C'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin exactement. Et moi, vous savez que je fais attention avec les mots. Ça n'est pas un vaccin, c'est un traitement avec un anticorps monoclonal qui est absolument sûr, évidemment. Il est autorisé dans de très nombreux pays. Nous, on a sécurisé nos approvisionnements avec le laboratoire. Et donc, à partir de ce que nous recommandons, c'est que tous les nourrissons qui sont nés depuis 6 mois, ils soient on puisse les immuniser. Au bout de 6 mois. Oui, on l'administre 0 et 6 mois. Ouais, voilà, on l'administre avant que l'épidémie de bronchiolite n'arrive. Et ça, c'est là aussi que c'est très important. C'est que nos concitoyens, ils ont à la fois la possibilité, évidemment, de prendre soin de leur tout petit. Quelquefois, c'est des enfants de quelques jours, mais aussi de prendre soin du système de santé, parce qu'on a vécu l'an dernier 3 épidémies simultanées. On a, avec le vaccin contre la grippe, avec le vaccin contre le Covid et le rappel pour les personnes fragiles, et avec cette immunisation sur la bronchiolite, le moyen aussi de protéger l'hôpital. C'est là qu'il faut se saisir de cette chance. Bien, se saisir de cette chance. La prévention, on en parlait. Grande campagne de prévention. Oui, on va. Moi, je suis vraiment convaincu qu'on doit aujourd'hui montrer que notre système de santé, en fait, il ne tiendra le coup dans la durée. Pas juste pour cet été ou pour cet hiver. Il ne tiendra le coup que si on a des réflexes de prévention. Sur le Covid, par exemple, on est aujourd'hui en vigilance maximale pour suivre ce qui se passe. On en est où là ? Aujourd'hui, on est encore à des nombres de cas qui sont, limités. On est à une incidence pour 100 000 habitants qui est reconstituée entre 10 et 15, donc c'est quelque chose de très faible. On surveille les variants. On a notamment
notamment, vous savez qu'il y a 25 pays qui ont détecté un variant. Oui. Nous, on l'a détecté la semaine dernière et on a 6 cas. On surveille les eaux usées aussi pour voir. Donc on a une progression qui n'est pas très rapide, mais on voit tous autour de nous des gens qui ont le Covid. Le réflexe, c'est se laver les mains, geste barrière, et dès qu'on a des symptômes, on reste chez soi. Dès qu'on a des symptômes, on porte le masque. Si on se diagnostique et qu'on peut, on reste chez soi. Il y a des gens qui peuvent pas rester chez eux. À ce moment-là, ils redoublent de vigilance, et notamment avec le masque, ou notamment s'ils doivent voir des personnes fragiles. Je n'oublie pas non plus celles et ceux qui souffrent de Covid long. J'ai l'impression qu'ils sont complètement oubliés, abandonnés, laissés sur le carreau. Alors vous avez, en tout cas là où vous avez raison, et moi je veux le dire simplement, c'est que on n'en parle jamais. Il y a cette perception de dire, il y a des gens qui ont morflé, pardon l'expression, avec le Covid, et qui continuent à en sentir les traces. On a des recherches qui sont faites, et moi je souhaite, je l'ai dit dès ma prise de fonction, c'est toujours plus long que ce qu'on souhaiterait, mais je pense que le sujet du Covid long, aujourd'hui, on ne peut pas laisser les gens tout seuls avec ces séquelles. Et donc il y a de plus en plus, et je salue la mobilisation des hôpitaux, de plus en plus qui prennent en charge ces symptômes pour les accompagner, que ça soit par de la kiné, de la rééducation, ou y compris un accompagnement psychologique. Maladie longue durée. Aujourd'hui, on n'est pas sur le fait de basculer en maladie de longue durée, mais je ne ferme aucune porte. Tout ça, la santé, ça marche par les preuves et par la recherche, et moi, ça sera toujours la science qui sera mon guide en la matière. Bien, je voudrais terminer sur la fin de vie. Aide active à mourir, instaurée avant la fin de l'année. Je pense qu'on ne sera pas avant la fin de l'année, vu le calendrier parlementaire. On doit, Agnès Firmin-Le Bodo, ministre auprès de moi, a mené un travail et mène un travail remarquable de dialogue après la Convention citoyenne. On doit aussi en reparler avec les parlementaires, évidemment avec le président de la République et la première ministre. Le chantier est là. C'est un chantier qui est à la fois très politique et très intime. Un référendum sur le sujet possible? Je ne crois pas aujourd'hui. Je ne crois pas du reste que ça soit dans le champ du référendum pour dire les choses. Mais on a fait d'ailleurs une conférence citoyenne. Le Parlement aura à se prononcer. Mais je pense que en ces matières, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps notamment de travailler sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire consentement? Qu'est-ce que ça veut dire consentement? Et puis soins palliatifs proposés sur tout le territoire. Et évidemment, ce qui n'est pas le cas. Ma responsabilité, et Agnès Firmin-Le Bodo est aussi très engagée là-dessus, c'est que on ait un plan de soins palliatifs qui soit à la hauteur et qui soit, vous avez tout à fait raison de le dire, à la hauteur partout sur le territoire. Bien sûr. Et plan qui est en préparation. Qui est en préparation, en effet. Merci Aurélien Rousseau d'être venu nous voir ce matin. Beaucoup d'informations. On a fait le tour de la question. Enfin, j'avais 1000 questions à vous poser. Merci. 8h50.